Bonjour, je vais poursuivre mon cours consacré aux relations sociales. Je vous rappelle que je suis dans le chapitre 2, les relations sociales, approche en termes de régulation sociale. La dernière fois, je vous avais parlé de l'approche culturaliste des organisations. J'avais travaillé sur les liens entre culture et management. J'en arrive maintenant à mon grand 4. Je vais donc vous proposer une autre grille d'analyse. Mon grand 4 s'intitule Une approche de la régulation sociale à partir du système de relations sociales, l'approche de John Dunlop. Alors, Dunlop, il a forgé un concept qui me semble important, c'est le concept de système de relations sociales. Parfois, sous sa plume, on trouve le concept de système de relations professionnelles, c'est la même chose. Dunlop, il est sociologue et économiste, et pour le situer d'un point de vue théorique et idéologique, je dirais, c'est un anti-marxiste. Je force un peu le trait, mais c'est assez juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dunlop, il est fondamentalement opposé à toute lecture marxiste de l'histoire. Or, vous le savez, l'histoire, pour Marx, repose avant tout sur la lutte des classes sociales comme moteur du progrès social. C'est notamment la lutte qui existe entre les capitalistes propriétaires des moyens de production et les prolétaires qui n'ont, eux, que leur force de travail à vendre aux capitalistes. Donc chez Marx, le conflit est quelque chose qui est tout à fait positif parce que c'est le moteur du progrès social. Alors chez Dunlop, rien de tel. Chez Dunlop, il y a une aversion profonde pour le conflit, contrairement à Marx. Le conflit pour Dunlop, c'est quelque chose de pathologique. Il faut donc tout faire pour éviter les situations conflictuelles, notamment au niveau des relations sociales. Il faut prévenir les situations conflictuelles. Ces références d'un point de vue théorique à Dunlop, il les puise essentiellement dans un courant de la sociologie que l'on appelle souvent par le sigle la sociologie anglo-saxonne fonctionnaliste, en référence au fonctionnalisme. Je vous renvoie notamment aux travaux de Merton, Robert Merton, et aux travaux de Thomas Parsons. La perspective, elle est fonctionnaliste et elle est systémique. Ces deux auteurs, Merton et Parsons, mais c'est aussi le cas de Dunlop, ces auteurs défendent l'idée d'une société intégrée et harmonieuse. Pour Dunlop, le système des relations sociales, il peut être appréhendé à différents niveaux. Il y a tout d'abord le niveau de l'entreprise, il y a ensuite le niveau du secteur d'activité. En France, on dirait qu'il s'agit du niveau que constituent les branches professionnelles. Et puis, il y a le niveau national, c'est le niveau interprofessionnel. Je vous renvoie ici aux grandes négociations qui ont lieu par exemple en France au niveau national entre les partenaires sociaux et qui sont amplement médiatisés. Qu'est-ce que le système de relations sociales pour Dunlop? Pour Dunlop, le système des relations sociales, il est composé de 4 éléments. Des acteurs, premier élément, des contextes, deuxième élément, une idéologie, troisième élément, des règles, quatrième élément. Passons en revue ces différents éléments. Les acteurs, ils sont, pour Dunlop, généralement au nombre de 3. Premier acteur, il s'agit des dirigeants, ou de l'organisation ou des organisations qui les représentent. Je pense évidemment aux organisations syndicales patronales. Par exemple, quand on regarde comment s'effectuent les négociations au niveau des branches professionnelles et au niveau interprofessionnel, bien évidemment, les dirigeants, les patrons sont représentés par un certain nombre d'organisations sociales patronales, le MEDEF par exemple. Deuxième acteur, l'organisation ou les organisations de salariés. Il s'agit ici des organisations syndicales de salariés. J'en ai parlé dans mon chapitre 1 consacré aux idéologies syndicales. Si je prends le cas français, il s'agit des grandes confédérations syndicales et des grandes unions syndicales. Je n'y reviens pas. Et puis troisième acteur pour Dunlop, c'est l'État.
ou bien les institutions spécialisées qui vont assister les deux autres acteurs dans leurs relations. Selon les cas, cela peut être un ministre, un préfet, un inspecteur du travail, donc là ce sont bien des représentants de l'État, ou encore cela peut être un consultant d'un cabinet privé par exemple. Tous ces acteurs, selon les situations, selon les contextes, vont avoir un rôle de médiateur, ou bien de facilitateur, ou bien d'arbitre. Ça, c'est le premier élément du système des relations sociales. Des acteurs. Retenez l'existence de 3 types d'acteurs. Deuxième élément de tout système des relations sociales, les contextes. Les acteurs agissent dans le cadre de certains contextes qui vont avoir pour effet de limiter leur autonomie, de limiter leur marge de manœuvre. Dans ces travaux, Dunlop distingue principalement 3 types de contextes. Tout d'abord, le contexte technologique qui détermine fortement les conditions de vie au travail. Deuxième type de contexte, très important, le contexte économique et financier qui va déterminer très largement ce qu'un ancien syndicaliste de FO, André Bergeron, appelait le grain à moudre. Plus la situation économique et financière de l'entreprise est favorable, plus il y a de grain à moudre, plus il y a des marges de manœuvre dans la négociation. Et puis, troisième contexte, le contexte politique qui influence la répartition du pouvoir entre les acteurs. Je vous renvoie ici aux travaux de Crozier et Friedberg qui portent sur l'analyse stratégique des organisations, c'est-à-dire je vous renvoie ici à l'existence dans l'organisation de jeux de pouvoir. C'est ça le contexte politique. Alors évidemment, on pourrait y ajouter d'autres contextes. Dunlop ne les travaille pas forcément. Le contexte social, le contexte culturel, le contexte juridique, le contexte éducatif, tous ces contextes ont aussi leur importance. Les acteurs agissent toujours également par rapport à ces contextes-là. Donc des acteurs qui agissent dans certains contextes. Troisième élément du système, l'idéologie. Alors Dunlop utilise ce terme dans un sens très spécifique. C'est-à-dire qu'il s'applique à l'ensemble des règles et des conceptions qui sont partagées par les acteurs. Voilà ce que recouvre le terme idéologie, l'ensemble des règles et des conceptions partagées par les acteurs. L'idéologie, c'est un cadre commun qui fédère les différents acteurs. Mais, je m'écarte un peu des travaux de Dunlop, on peut aussi penser que chaque acteur a sa propre idéologie. Quand les acteurs ont des idéologies très différentes les unes des autres, bien évidemment, ils vont avoir du mal à communiquer, ils vont avoir du mal à se comprendre et ils vont avoir du mal à trouver des compromis. L'idéologie, c'est donc, comme le pense Dunlop, c'est donc certes un cadre commun, mais l'idéologie peut également séparer les acteurs. Prenons quelque chose d'un peu caricatural, l'idéologie de la CGT n'étant pas l'idéologie du MEDEF, ces deux types d'acteurs vont avoir du mal à se comprendre et vont éprouver des difficultés pour trouver un terrain d'entente. Troisième élément du système, c'est donc l'idéologie. Et puis quatrième élément du système, nous dit Dunlop, les règles. Les règles, elles sont en quelque sorte le résultat du système de relations sociales. C'est-à-dire elles sont le produit de la négociation. La négociation pouvant être explicite ou implicite, officielle ou officieuse, formelle ou informelle. En matière de règles, on distingue généralement deux types de règles. Dunlop distingue deux types de règles, les règles de contenu d'un côté, les règles de procédure de l'autre. Que recouvrent ces deux ensembles de règles? Les règles de contenu renvoient tout d'abord aux règles sur lesquelles les acteurs entrent en relation. Elles renvoient en fait au contenu de la négociation et au thème de la négociation. Par exemple, les rémunérations et le niveau des rémunérations, les comportements dans le travail, les conditions de travail, le temps de travail, le volume des embauches, les licenciements. Voilà autant de thématiques qui peuvent être au cœur
des négociations. Les acteurs vont essayer de construire des règles sur ces différentes thématiques. Toutes les règles qui se sont forgées et qui sont en rapport avec ces différentes thématiques, ce sont les règles de contenu. Elles se cristallisent donc dans des textes juridiques, conventions collectives, accords d'entreprise par exemple. Et puis les règles de procédure qui renvoient quant à elles aux modalités d'exercice de la relation, donc au cadre dans lequel se déroulent les négociations. C'est ça le point important. Les règles de procédure renvoient au cadre dans lequel se déroulent les négociations. Par exemple, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la définition des acteurs qui sont habilités à négocier. Qui est habilité à négocier? Il s'agit des modalités d'exercice du droit de grève. Il s'agit des modalités de la négociation. Par exemple, la fixation de l'ordre du jour. Qui fixe l'ordre du jour? Qui détermine l'ordre du jour? Il s'agit plus généralement des règles du jeu qui sont à respecter dans le cadre de la négociation. Les règles du jeu pouvant être explicites, mais elles sont souvent implicites. Voilà ce que recouvrent les règles de procédure. Alors souvent, l'enjeu d'un conflit est à rechercher du côté des règles de procédure, nous dit Dunlop. Et ça, c'est quelque chose que nous dit également le grand sociologue français Jean-Daniel Reynaud, qui nous dit la chose suivante. Je cite Reynaud, ça fait tout à fait écho aux réflexions de Dunlop. Reynaud nous dit « Le bilan d'un conflit n'est pas seulement à apprécier du point de vue du contenu, sous-entendu du point de vue des règles de contenu, mais aussi du point de vue des règles du jeu et du jeu autour de la règle. Les règles du jeu renvoient chez Jean-Daniel Reynaud aux règles de procédure dont nous parle Dunlop. Quant au jeu autour de la règle, cela renvoie à toutes les négociations qui se produisent autour des règles du jeu, c'est-à-dire autour des règles de procédure. Voilà pour cette distinction importante entre règles de contenu et règles de procédure. Retenez donc l'idée que tout système de relations sociales se compose de ces 4 éléments: des acteurs qui agissent dans certains contextes, qui sont porteurs d'une idéologie, qui partagent une idéologie, mais parfois l'idéologie peut les séparer, et, 4e élément du système, des règles de contenu et de procédure qui sont le résultat du système des relations sociales, c'est-à-dire qui sont le produit d'une négociation. La prochaine fois, je vous parlerai des travaux importants de Jean-Daniel Reynaud, Jean-Daniel Reynaud ayant forgé une théorie de la régulation sociale. Au revoir.